Pour cette seconde table ronde, je suis ravie d'accueillir 4 personnes. On va parler de réglementation face au greenwashing. On va essayer de rester assez pédagogue. On sait qu'il y a environ 50-50% de professionnels de la finance dans la salle. Donc on essaiera de définir les termes et de rester simple. Donc j'ai le plaisir d'accueillir 4 personnes. Donc Pierre Garot, Senior Policy Advisor à Eurosif. Et votre rôle consiste à coordonner le développement des positions de l'organisation et à diriger ses efforts de plaidoyer auprès des institutions et autres parties prenantes européennes. Donc vous êtes basé à Bruxelles. Et Eurosif est la principale association pan-européenne dont la mission est de promouvoir la finance responsable au niveau de l'Union européenne. Donc vous êtes soutenu par vos membres qui sont les forums pour l'investissement responsable nationaux, donc en France le FIR. Et vous sensibilisez les investisseurs aux enjeux durables et vous promouvez l'établissement d'une réglementation européenne ambitieuse et cohérente. Vietlin Nguyen, de l'autorité des marchés financiers, vous avez rejoint l'autorité des marchés financiers en 2018 en tant qu'adjoint de la directrice de division des affaires européennes et internationales. Et aujourd'hui, vous êtes responsable stratégie et finances durables et secrétaire du COMEX de l'AMF. Donc Vietlin a notamment participé aux travaux de définition du greenwashing à l'échelle européenne. Donc on est ravis de vous avoir autour de la table. Paul Schreiber, donc Senior Policy Advisor de Reclaim Finance, une ONG que l'on ne présente plus, mais je vais quand même le faire. Donc l'objectif de Reclaim Finance, faire évoluer le secteur bancaire et financier en faisant pression sur les différents acteurs financiers pour les pousser à sortir des énergies fossiles notamment. Donc pas une mince affaire. Et Jean Boissineau de l'ACPR, vous êtes directeur de l'étude et analyse des risques à l'ACPR, après avoir travaillé plusieurs années à la Banque de France. L'ACPR, c'est l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, donc c'est une autorité administrative qui vise à assurer la supervision des risques liés au secteur bancaire et assurantiel, donc c'est pour faire simple, le gendarme des banquiers et des assureurs. Donc pour commencer, je pense qu'on peut essayer de définir le greenwashing. On en a déjà parlé dans la première table ronde, mais qu'est-ce que le greenwashing sous l'angle réglementaire? Comment est-ce que la réglementation définit le greenwashing dans le contexte financier et bancaire? Et quelles sont peut-être les limites de cette définition? Vietlin. Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui sous les ailes du destin qui nous regarde derrière. Donc le greenwashing, c'est une notion qui demeurait vague avec des définitions variées, certaines académiques, certaines d'ONG, des considérants de textes européens mais qui n'étaient pas harmonisés entre eux et qui étaient justement insuffisants ou incomplets. Je ne rentre pas dans les détails sauf s'il y a des juristes, mais ce qui s'est passé, c'est que la Commission a dit en 2022 à toutes les autorités de supervision européennes, bancaires, en matière d'assurance ou de marché financier, travailler sur cette notion et arriver à une définition commune de ce qu'est le greenwashing, qu'on comprend intuitivement comme ce que l'on dit n'est pas ce que l'on fait en matière de durabilité. Mais il faut évidemment avoir une définition plus opératoire et c'est ce qu'on a fait. Donc on a travaillé à 3 autorités. Il y a eu 2 rapports successifs, donc en mai 2023 et en juin 2024. Et en mai 2023, la définition commune du greenwashing a été publiée. C'est une définition extrêmement importante, donc je me permets de la lire. C'est une pratique dans laquelle les déclarations, actions ou communications liées au développement durable ne reflètent pas clairement et équitablement le profil de développement durable sous-jacent d'une entité, produit financier ou service financier. Cette pratique peut induire en erreur les consommateurs, investisseurs ou autres acteurs de marché. Et à cette définition, qui est déjà un petit peu longue, est adjointe une série de caractéristiques fondamentales, core caractéristiques en anglais, que je vous inviterai également à lire. J'en relève que quelques-unes, mais on signale par exemple que le greenwashing est à la fois intentionnel et non intentionnel, qu'il peut couvrir ce que fait l'acteur ou un prestataire externe, qu'il n'induit pas forcément d'avantages compétitifs indus ou de préjudices financiers, ce qui était des limites de définition précédentes, qu'il s'apprécie sur tout le sujet, donc E, S et G, et pas simplement par exemple sur le climat.
Et comme le dit bien la définition, on couvre les entités, les services et les produits, et on couvre à la fois des actions, des omissions, de la sélectivité dans l'information, des visuels. Donc quand vous me parlez de limites, au contraire, le choix des 3 autorités de supervision a été de prendre une définition extrêmement extensive. Et j'en termine avec un défi qui est celui de la chaîne de l'investissement durable, concept qui est introduit et qui explique que le greenwashing, on le voit souvent sous l'angle un petit peu punitif. Mais quelque part, le greenwashing, c'est plutôt un symptôme qu'une cause. Et ce qui prévient le greenwashing, c'est avoir une chaîne de l'investissement durable qui soit robuste, fiable, avec un écosystème de confiance et un cadre réglementaire qui soit efficace et prévisible. Donc c'est l'affaire de tous. On voit que la définition a beaucoup évolué, et notamment elle intègre maintenant des notions très importantes comme celle de l'intentionnalité du greenwashing et le fait que parfois c'est non intentionnel. Mais maintenant qu'on a défini d'un point de vue réglementaire le greenwashing, est-ce qu'il y a des mécanismes de contrôle qui existent aujourd'hui pour limiter ce greenwashing et est-ce qu'ils sont suffisants? Est-ce que vous voyez des lacunes dans ces systèmes de contrôle? Et cette question s'adresse donc à la fois à Jean et Vieteline, et j'inviterai Paul et Pierre à réagir. Alors, je répondrai en plusieurs étapes parce que sinon je vais commencer à monopoliser le panel, ce qui me gêne un peu. Nous avons effectivement, en tant qu'AMF, une forte responsabilité vis-à-vis à la fois des investisseurs et des épargnants, celle de prévenir et de lutter contre l'éco-blanchiment et tous ses dérivés. Impact washing, greenwashing, bleaching, social washing, enfin je viens vraiment l'éco-blanchiment au sens large. Comme on l'a dit précédemment, lors du panel précédent, le rôle général de la supervision et de la régulation, qui est celui de l'autorité des marchés financiers, va se décliner naturellement dans le domaine de la finance durable. Et donc, dans les orientations stratégiques 2023-2027, on a un axe, promouvoir une finance plus durable, et ça veut dire 2 choses. D'une part, une priorité donnée à la complétude et à la finalisation du cadre européen en matière de finance durable pour qu'il soit, encore une fois, efficace et robuste et serve justement à prévenir le greenwashing. De l'autre, la mise en œuvre de cette réglementation qui est, comme on le disait encore une fois dans l'autre table ronde, une réglementation qui, pour l'essentiel, repose sur les mécanismes de transparence. Cela veut dire qu'on va mettre à disposition de tous les acteurs une information ESG, extra-financière, de qualité, et grâce à celle-là, l'AMF sera le garant de cette information claire, exacte et non trompeuse, à partir de laquelle l'investisseur, en toute connaissance de cause, fera ses choix. Peut-être Jean avant. Alors, merci beaucoup. Merci à Leïla et aux shifters pour leur invitation. Je préférais que tu commences... Vieteline, parce que l'AMF, quelque part, est vraiment en première ligne sur le sujet à 2 titres. D'abord parce que le greenwashing, ça a à voir avec l'information qu'on fournit, et effectivement, c'est au cœur des missions de l'AMF. La deuxième chose, c'est que souvent, en fait, on approche le greenwashing sous l'angle des produits, à tel fonds ou tel produit, ou etc. Moi, ce que j'aime bien dans la définition que Vieteline a rappelée, c'est qu'on ne parle pas que de produits, on parle aussi des processus internes des institutions financières, etc. C'est-à-dire qu'il y a une vision qui est plus large là-dessus. Et si j'élargis la vision dans ce qui est fait aujourd'hui, d'abord il y a une première chose qui est faite, qui est assez originale, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'autres autorités ailleurs dans le monde qui font ça, ou en tout cas qui le font de manière aussi explicite, hein. C'est que conjointement avec l'AMF, la CPR va suivre les engagements qui sont pris par les institutions financières, les analyser et porter un jugement et faire part de ces conclusions dans ce domaine-là. Donc ça, c'est le niveau de ce qui est déclaré. Mais ça, quelque part, au fond, pour être tout à fait honnête, c'était un peu le débat d'il y a 5 ans, quand les gens prenaient des engagements, disaient « je vais faire ceci, je vais faire cela, etc. » Et ça nous semblait important, il y a 5 ans, que quand quelqu'un disait « je vais faire quelque chose », on s'assure en tant que superviseur de ce qui était fait effectivement derrière. Maintenant, depuis 5 ans, le monde a quand même considérablement changé dans le sens où, d'abord, les institutions financières prennent plus complètement des engagements un peu chacun le sien, et je définis une espèce de code mal taillé, etc. C'était un mouvement qui était en gestation au moment de la COP21, qui s'est beaucoup structuré au moment de la COP26 à Glasgow, autour de ce qu'on appelle les Glasgow
Glasgow Alliance for Net Zero, GFUNS, Glasgow Financial Alliance for Net Zero. C'est-à-dire qu'au niveau mondial, en fait, un peu par grande catégorie d'acteurs, il y a une sorte de... Voilà, qu'est-ce qui est attendu qu'une banque fasse. Donc ça a déjà commencé à discipliner un peu les choses. Donc ça, c'est le secteur qui s'est un peu organisé une forme d'autodiscipline. C'est jamais suffisant, c'est jamais inutile non plus, pour être tout à fait honnête. La deuxième chose qui s'est passée, c'est que le cadre réglementaire a beaucoup évolué. Et ce qui, avant-hier, était un engagement où on pouvait se dire « tiens, ça dénote éventuellement d'un peu d'ambition », aujourd'hui, c'est devenu complètement standard au regard des attendus de la réglementation. Et donc au fond, il y a une deuxième... la lutte contre le greenwashing, ça a été aussi la remontée du niveau d'exigence minimale dans un certain nombre de pratiques. Si vous êtes une banque, un organisme d'assurance dans lequel je connais, une société de gestion pour ce qui concerne l'AMF, il y a aujourd'hui un corpus réglementaire applicable, y compris dans la manière dont vous appréhendez ces différentes dimensions. C'est tout c'est parti au niveau français, mais c'est beaucoup élargi, étoffé au niveau européen avec le paquet, la stratégie finance durable de la Commission qui a été mise en œuvre un peu à marche forcée ces 4 dernières années. Je dis à marche forcée parce que je ne sais pas combien de milliers de pages ont été produites, mais c'est un gros paquet qui est en cours de digestion. Et donc voilà, on a, je pense à la fois collectivement, regarder les engagements, accompagner une structuration de ces engagements pour ceux qui voulaient en prendre, et puis relever le niveau d'exigence de l'autre côté. Et si je peux dire un mot, parce qu'il manquait la partie concrètement, pour répondre à la question de Léla, mais je vous ai donné l'esprit et le rôle de l'autorité. Concrètement, donc sur les produits financiers, ça veut dire qu'en amont de la commercialisation des produits, lorsqu'on va agréer un fonds ou lorsqu'on va vérifier sa documentation commerciale, s'appliqueront donc ces principes du caractère clair, exact et non trompeur de l'information fournie, y compris sur le volet ESG. On a d'ailleurs une doctrine de supervision depuis 2020 sur le sujet qui préempte même le cadre européen. Donc on était en avance de phase. Et sur l'autre partie, puisqu'on parle beaucoup des produits, mais un grand volet de la réglementation finance durable, ce sont les entreprises. Donc l'AMF est responsable sur les entreprises dès lors qu'elles sont cotées en bourse. Et cette fois-ci, donc grâce à cette fameuse CSRD dont on parlait et qui couvrira à terme 40 000 à 50 000 entreprises en Europe, on va vérifier que cette information extra-financière qu'elle publie dans leur rapport de durabilité est conforme aux caractéristiques, je cite, de pertinence, aux exigences de pertinence, représentation fidèle, comparabilité, vérifiabilité, compréhensibilité, telles que fixées dans la réglementation. Donc concrètement, ça veut dire quoi encore une fois? Ça veut dire qu'on ne va pas aller compter le nombre de camions dans l'entreprise pour vérifier que le chiffre est bon et que les filtres anti-pollution ont été posés. Donc on ne donne pas d'assurance sur la véracité ou l'exactitude des caractéristiques techniques ou détaillées des actifs physiques, ni des procédés technologiques, ni des produits. Ça, c'est le rôle de l'entreprise et puis des auditeurs ESG. En revanche, on va regarder au niveau de l'information publiée extra-financière qu'elle est bien complète, claire, cohérente. Ça, c'est notre travail. Pierre, Paul, vous voulez réagir ? Bonjour à tous et merci de l'invitation. J'ai fait le voyage depuis Bruxelles pour ce panel aujourd'hui, j'en suis très heureux. Donc déjà, nous, ce que l'on fait à Eurosif, c'est principalement faire du lobbying au niveau européen, donc auprès des institutions européennes, essayer de pousser pour des réglementations finances durables qui effectivement sont efficaces et transparentes. On a ainsi un rôle de sensibilisation des acteurs financiers aux bénéfices de la finance durable également. Et en discutant avec nos partenaires, on a aussi, on voit que les exigences de réglementation et l'application des exigences de réglementation sont de plus en plus internalisées aussi au niveau des institutions financières, qu'il y a de plus en plus d'efforts qui sont faits pour garantir un certain niveau de transparence, donc l'internalisation des règles qui peuvent être applicables, mais aussi l'augmentation des ressources de leurs équipes ESG aussi. On a vu un mouvement constant là-dessus. Et de plus en plus, au niveau des institutions financières, il y a des contacts avec les autres acteurs de la chaîne d'investissement, de manière à justement essayer de récupérer l'information et de faire en sorte de ne pas transmettre le greenwashing également, ce qui est un aspect qui a aussi été souligné par les ESAS dans leur rapport. ESA, c'est Autorité de Supervision Européenne. Alors, je suis désolé, oui, je parle très souvent avec des acronymes comme toutes les personnes qui travaillent à Bruxelles. J'essaierai d'être plus clair.
Donc, voilà, on atteste quand même un mouvement d'amélioration. Alors évidemment, il y a beaucoup de problèmes qui subsistent. Je pense que le précédent panel a été assez clair là-dessus sur pas mal de problèmes qui sont liés aux dénominations des fonds, qui sont liés notamment pour ce qui est des fonds à impact. On a aussi des problèmes qui sont liés à la transparence sur les stratégies d'engagement aussi des investisseurs en particulier. Voilà, c'est un terme qui peut revêtir des réalités très très différentes. À partir de là, est-ce que la réglementation peut tout résoudre? Je ne pense pas. Je pense que ce qui est assez clair dans le greenwashing, c'est qu'il touche énormément d'acteurs et il est aussi, il peut naître en fait tout simplement des interactions humaines de base, ce qui est difficile à couvrir avec la réglementation, notamment tout ce qui est aspect de formation du staff, par exemple. Moi, j'ai fait l'expérience en allant discuter avec un conseiller financier d'une personne qui n'était pas vraiment capable de m'expliquer leur gamme de produits verts, et qui m'a montré un leaflet avec article 8, article 9 SFDR en me disant bon, il y a un label, ça a l'air intéressant. J'étais obligé de lui expliquer moi-même ce que ça voulait à peu près dire. Voilà, il y a certains aspects qui ne pourront aussi pas nécessairement être couverts entièrement par la réglementation, évidemment. Ouais, alors je vais revenir sur certains aspects qui ont déjà été évoqués. Donc, quand on se pose la question qui est celle est-ce que l'arsenal réglementaire est suffisant, en fait, il y a deux questions sous-jacentes. Il y en a une qui est celle sur laquelle on a pas mal parlé ici, qui finalement est-ce que les superviseurs ont les leviers déjà aujourd'hui pour agir contre le greenwashing, et c'est l'essentiel du propos de Vietlin là-dessus. Et est-ce que ces leviers peuvent être encore améliorés ou pas? Est-ce qu'ils ont les leviers? Oui, ils ont les leviers. Vietlin a commencé à l'évoquer. Ici, le point vraiment clé, ça va être de quelle manière est-ce que les leviers qui sont valables aujourd'hui pour l'information financière sont étendus à l'information extra-financière. Comment est-ce que la supervision extra-financière va rejoindre, au niveau qualitatif, la supervision financière? C'est une discussion essentielle, c'est une discussion qui va, à mon avis, pas mal avancer avec la CSRD, mais le problème de la CSRD, c'est que la mise en œuvre va tout juste commencer en 2025, donc c'est un processus qui peut être extrêmement long. Le temps que la supervision se mette à niveau, et puis la question des moyens qui a été évoquée aussi par Pierre là-dessus. Donc ça, c'est le premier point sur la capacité des superviseurs dans leur mandat. Cette capacité peut toujours être améliorée, et ça, je pense qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus. Elle peut être améliorée parce que les superviseurs ont un certain nombre de libertés quand même. Ils ont des travaux au niveau européen, ils ont déjà été évoqués en partie par Vietlin et par Jean, mais ils peuvent aussi poser des doctrines, par exemple, et Vietlin a évoqué en fait une doctrine de 2020 sur les fonds, qui à l'époque était une initiative AMF, c'était pas un travail européen, c'était une initiative AMF. Ce genre d'outil montre bien la liberté qu'ont un certain cadre les superviseurs quand ils identifient des problèmes. Donc ils peuvent aller y compris plus loin que le cadre européen dans certains cas au niveau national, ça il faut le garder à l'esprit. Et la deuxième grosse question, et je ne vais pas développer celle-là, c'est finalement est-ce que la réglementation elle-même est suffisamment bien faite pour éviter, prévenir, plutôt du préventif, le greenwashing? Et là, la réponse, je pense que vous l'avez déjà compris avec la table ronde d'avant, c'est non. Et l'exemple clé là-dessus, on aura l'occasion de revenir dessus, c'est la directive SFDR, qui fait consensus par ses manques. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus pour l'instant, on aura l'occasion de revenir. On va pouvoir rentrer dans le détail maintenant de la réglementation en tant que telle. Est-ce qu'on peut parler des initiatives récentes comme la réglementation SFDR, la taxonomie verte, comme le disait Marine dans la précédente table ronde? Il y a beaucoup de choses qui ont évolué en très peu de temps dans le monde de la finance responsable et beaucoup de réglementations qui se sont mises en place et qui sont encore en train d'être mises en place. Donc, tu parlais de SFDR et de tous ces problèmes. C'est aussi une réglementation qui est en cours de révision et qui va probablement évoluer dans les prochaines années. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre à ce niveau-là et qu'est-ce qui existe? Est-ce qu'on peut essayer de l'expliquer de manière simple? Non, alors SFDR, c'est pas moi. Vietlin, je te laisse. Alors, combien de personnes étaient déjà là lors de la table ronde précédente?
vois que vous êtes motivés et que vous êtes restés. Alors, ça nous permet d'aller directement dans le vif du sujet. Alors, très rapidement, puisque dans la table ronde précédente, d'autres textes ont également été évoqués. Ce que je souhaiterais redire, et ce que Marine avait bien dit, c'est qu'à un rythme sans précédent, sur les 5 dernières années, on a créé en Europe un cadre quasi complet en matière de réglementation sur la finance durable. C'est quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs au monde à ce jour. Et même si les différentes briques réglementaires, pour parler un peu familièrement, sont arrivées parfois un peu dans le désordre, parfois en silo, du fait des calendriers législatifs, du fait de la procédure législative européenne, on a quand même quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue, qui est une cohérence d'ensemble. Taxonomie, certes, elle est trop limitée au niveau du nombre d'activités, mais c'est notre dictionnaire de durabilité. Ça nous permet de savoir, de manière robuste, scientifique, avec des critères et des seuils qui ont été conçus par la profession, si une activité fortement émissive est verte ou non, avec l'atteinte des seuils, et les 2 tests suivants, ne pas faire de préjudice significatif sur les autres objectifs environnementaux, et puis les garanties sociales minimales. On a, à côté de la taxonomie, la transparence sur les produits et les acteurs financiers, c'est le règlement SFDR dont on va parler plus longuement. Et puis la dernière brique qui en réalité aurait dû venir avant, puisque c'est là où on a le sous-jacent et le socle, la vraie activité, les vrais produits des entreprises, c'est cette fameuse CSRD dont on va recevoir les premiers reportings qu'en 2025 sur exercice 2024 pour les grandes entreprises et dont la mise en œuvre va s'étendre jusqu'en 2029 sur exercice 2028 et qui constitue une avancée considérable en termes de données ESG, de niveau d'information, d'harmonisation de cette information. Ça va être une mine d'or justement pour concevoir les produits financiers et avoir cette chaîne. Et je ne parle même pas des benchmarks ESG, des agences de notation ESG qui sont désormais régulées et des préférences de durabilité des investisseurs où on doit désormais vous poser cette question lorsque vous investissez dans un produit financier. Avez-vous des préférences de durabilité selon 3 axes? Donc on a quand même quelque chose qui, alors j'allais dire, c'est pas forcément un jardin à la française, mais ça aurait dû l'être. Alors SFDR, j'en viens à SFDR. SFDR, c'est l'exemple même d'une réglementation qui a trop réussi. Le superviseur s'est dit comment faire pour avoir de l'information sur ce qu'il y a en termes de durabilité dans un produit financier. L'objectif de durabilité, les pourcentages d'alignement taxonomique, comment je fais pour avoir de l'information? Eh bien, je vais demander de la transparence avec des reportings réglementaires. Pour cela, je conçois une définition de l'investissement durable parallèle à celle de la taxonomie et très très large. Il suffit qu'il y ait un objectif environnemental ou social et qu'on investisse dans une entreprise avec des bonnes pratiques de gouvernance au sens large, c'est un investissement durable. Pour être un article 8, c'est-à-dire l'intégration de caractéristiques ESG, il suffit d'une toute petite chose. Un produit financier qui a une politique d'exclusion du tabac, c'est déjà un produit article 8 par exemple, quand bien même il y a autre chose dans le produit financier. Et un produit article 9, c'est un produit qui a réellement un objectif de durabilité. Et vous comprenez qu'avec des définitions aussi larges, ce qu'on voulait, nous, c'était recevoir l'information et avoir une grande transparence. Ce qui s'est passé, c'est que ça a été utilisé à des fins de commercialisation comme des paralabels, et il y a eu un dévoiement de l'esprit de cette réglementation. Et à l'heure actuelle, en mai 2024, si je prends les fonds français au PCVM et fonds d'investissement alternatifs, au titre de SFDR, on a 55% des fonds français et 83% de l'actif net total en France. Vous voyez ? Et effectivement, il faut réviser ce règlement puisqu'il a été utilisé à des fins de paralabel. Et ça n'a jamais été son but. Pour cela, on a sorti une proposition donc en février 2024. On a répondu à la consultation de la Commission européenne. Ce qu'il faudrait, c'est vraiment séparer la catégorie liée à la transition et établir des critères minimaux réglementaires afin de renforcer tout cet édifice et d'apporter enfin la confiance et prévenir le risque ou la perception de greenwashing et l'incompréhension autour des SFDR y contribue malheureusement. Alors, il y a deux briques que Viet-Minh n'a pas mentionnées et qui me semblent importantes. Et puis, il y avait déjà un bout de mur qui existait. Et Paul en a parlé juste avant, mais je vais revenir dessus. Dans les briques qui se sont rajoutées, on a beaucoup clarifié ce qui était attendu d'une institution financière en termes d'appréhension et de gestion des enjeux et en particulier des risques ESG en général en Europe avec un accent particulier sur le climat.
Pourquoi je mentionne ça? Parce que, et c'est là où il y a quelque chose qui me gêne dans le focus qu'on donne au greenwashing, c'est qu'en fait, quand on regarde le greenwashing, on regarde la communication des gens et on se dit est-ce qu'ils font ou pas. Moi, comme superviseur, je m'intéresse à la communication, c'est évidemment important, notamment parce que dans le secteur financier, la réputation de quelqu'un, c'est probablement un de ses premiers actifs. Donc, voilà. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas important. En revanche, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi tous les gens qui ne racontent rien. Et les gens qui racontent rien, j'ai très envie qu'ils gèrent proprement des risques qu'on considère tous comme étant matériels. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, il y a ce qui se passe au-dessus, puis les engagements, etc. Puis il y a ce qui se passe en dessous, le plancher d'exigence qu'on a remonté et qui porte cette fois-ci plutôt sur des processus internes. Alors c'est pas très sexy, c'est compliqué. Lancez-vous un défi, comment est-ce que vous feriez 30 secondes au journal de 20 heures là-dessus? Bon courage. Mais par exemple, quand une banque va octroyer un crédit, en général, elle a un processus d'octroi de crédit, elle a des documents qu'elle remplit, il y a des analystes qui font un certain nombre de choses, il y a un certain nombre de ratios qui sont regardés, etc. En fait, on est en train de dire, ce document critique sur la base duquel on va prendre une décision, on veut s'assurer qu'il a été l'occasion de prendre en compte des choses qu'on considère comme étant importantes. On n'est pas dans le champ du greenwashing, là, on est vraiment dans le champ du standard minimal qu'on n'avait pas forcément besoin d'expliciter, mais ça n'a pas fait de mal de l'expliciter pour dire que c'était clair, que ça devait être pris en compte. Donc voilà, ça c'est des choses qui se sont passées dans la révision de la directive CRD et du règlement CRR, c'est des choses qui sont passées du côté de Solvabilité 2. Un autre exemple concret, voilà, on a précisé ce qu'on attendait en termes de gouvernance des risques ESG dans une entreprise. C'est-à-dire, est-ce que c'est un truc qui est complètement accessoire chez une institution financière? Est-ce que c'est complètement accessoire à l'extérieur de tout? Comment ça se connecte avec la gouvernance des risques en général, etc. Donc, comment est-ce qu'on s'assure que les gens qui sont impliqués là-dedans ont un niveau de compétence suffisant? Voilà, c'est toutes ces choses-là qu'on est venu préciser. Donc on a quand même quitté, quand je parle de ça, j'ai clairement quitté le monde du greenwashing. Je suis en train de parler du monde de l'attente minimale qu'on attend de chacun des acteurs financiers. Et là où je rejoins Paul sur on n'avait pas forcément besoin d'une réglementation nouvelle pour faire ça, c'est qu'en fait, comme au fond, on est en train de parler de la gestion des risques, de la bonne gestion de l'argent des clients, etc., en fait, tous les principes qui existent dans le droit commun sont applicables et transposables. Au passage, le comité de Bâle, l'enceinte dans lequel les superviseurs au niveau mondial se coordonnent sur la structure de la réglementation et de la supervision, les pratiques de supervision pour les banques, le comité de Bâle, une des premières choses qu'il a faites en 2022 sur ce sujet-là, c'est de prendre tous les principes existants et de dire, en fait, voilà ce que le climat veut dire sur ce principe-là. Et on peut faire plein de choses sans réécrire les principes, vraiment. Et donc, ce plein de choses sans réécrire les principes, je prends un exemple, le superviseur bancaire européen, qui est donc en gros la coordination par la BCE de la supervision bancaire européenne. En 2022, le superviseur bancaire a dit aux banques européennes qui supervisaient, formuler ce qu'on appelle les attentes du superviseur, supervisory expectation en anglais. Alors, quand un superviseur vous fait part de ses attentes, c'est un petit peu comme quand, si vous avez des enfants ou si vous êtes professeur ou dans la situation inverse, votre papa ou votre maman vous dit « j'aimerais bien que tu fasses ceci », en général, il y a une attente assez forte que ça soit fait. C'est pas parce que ça arrive avec un conditionnel et qu'il y a les formes que c'est complètement optionnel. Donc la BCE a formulé ses attentes et elle n'avait pas besoin de textes nouveaux pour le faire, sur la base des textes existants, sur comment est-ce que vous mesurez les choses, quelle est votre gouvernance des risques, etc. Elle fait une photo en 2022, ça s'est publié en 2020, on fait la photo en 2020, en gros on a 15% des banques qui ont au mieux des pratiques basiques d'identification des risques liés au changement climatique, d'accord, 15%, vraiment très basique. On refait la photo 2 ans plus tard, on est arrivé à 85% des banques qui ont des pratiques au moins basiques, d'accord, donc on a vraiment renversé la dynamique,
un changement assez important en 2 ans. Et puis sur chacune de la trentaine d'attentes, le superviseur sait repérer une banque qui a la cible, qui satisfait à l'attente. Et donc à ce moment-là, le superviseur dit clairement aux banques, vous savez quoi, fin 2024, donc dans quelques semaines maintenant, tout le monde est compliant, avec un travail par étape. Et tout le monde est compliant, ça veut dire en particulier, et pour revenir aux moyens que le superviseur a, c'est que comme ça relève de la supervision normale, on a les moyens normaux de la police administrative qui sont les nôtres. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, les gens qui sont en situation de manquement vont payer une amende quotidienne jusqu'à ce qu'ils aient rectifié la situation. Et puis, ils font l'objet d'une supervision un peu plus, disons, un peu plus intensive et intrusive pour s'assurer que les choses évoluent. Donc voilà, c'est des choses qui ne se voient pas forcément très loin, mais ce qui veut dire qu'en 4 ans, le paysage, enfin la manière dont les banques abordent ce risque en Europe aura radicalement changé, et c'est pas juste une question de ce qu'elles vous racontent ou ce qu'elles vous racontent pas. Enfin, je veux dire, c'est assez indépendant de la question. Enfin, si on avait eu que l'arme de la lutte contre le greenwashing, on n'aurait certainement pas réussi à aller aussi loin dans ce domaine-là, puisque une grande majorité des gens, au fond, ne racontent rien sur le sujet, et c'est peut-être un sujet encore plus grave que ceux qui racontent des choses à moitié sérieuses. Alors, ceux-là, il faut les remettre dans le droit chemin, mais il y a aussi tous les autres dont il faut s'occuper. Donc, ça, c'est sur le secteur bancaire. Et côté financier, est-ce qu'on a aussi des procédures d'escalade ou des sanctions parfois pour certains acteurs qui ne respecteraient pas la réglementation ou qui feraient du greenwashing, qu'il soit intentionnel ou non intentionnel? En fait, la focalisation sur la sanction, c'est souvent la pointe de l'iceberg. Ce qui se passe, c'est que, comme on le disait, il faut prévenir le greenwashing, ce qui nécessite une action en amont. Et notre action va prendre différentes formes pour veiller à ce que les textes réglementaires soient respectés. D'abord, ce qu'on va faire, c'est surtout sur un ensemble de réglementations aussi complexes et aussi nouvelles, accompagner, décrypter les acteurs pour qu'ils puissent correctement la mettre en œuvre. Donc on a publié de nombreux rapports pédagogiques, des bonnes pratiques, des décryptages réglementaires. Par exemple, récemment, avec notre commission climat et finances durables qui réunit presque une trentaine de parties prenantes, des ONG, des académies, des professionnels, d'autres autorités, on a publié près de 100 pages sur comment on publie ces informations sur son plan de transition quand on est une entreprise non financière au titre de la future CSRD, pour aider les entreprises dans le cadre de leurs travaux préparatoires. L'ADEME y a d'ailleurs contribué, c'est pour ça que je souris à Marine, et je la remercie. Mais donc, décrypter la réglementation, accompagner les acteurs. De même, on va publier un autre rapport en novembre sur l'état de préparation des entreprises à la CSRD, avec encore une fois quelles bonnes pratiques on identifie pour pouvoir correctement faire sens et ne pas se contenter d'un exercice où on coche des cases et on publie l'information réglementaire parce qu'elle est demandée, et de le faire de manière entre guillemets un peu bête et méchante, alors que ces informations qu'on demande à publier, ce sont celles qui viennent normalement naturellement, qu'on se pose les vraies questions sur son modèle d'affaires, sa stratégie ESG, la durabilité de son entreprise. Il peut y avoir des mystery shopping, on en a publié sur la mise en œuvre des préférences de durabilité au niveau des agences bancaires. Ça montre d'ailleurs qu'il y a encore du travail à faire, les résultats sont assez mitigés. On publie également des synthèses de nos contrôles thématiques à visée pédagogique. Il y en a eu 2 en juillet sur la partie ESG, notamment l'un porté sur l'intégration des risques de durabilité au niveau des grandes entreprises de gestion d'actifs. On a pris un échantillon de 5 entreprises, on a regardé comment fonctionne leur audit ESG, comment ils gèrent leurs données ESG, comment fonctionne leur comité d'investissement, etc. Donc de la bonne gouvernance, de la maîtrise des risques, des leviers financiers également. Ça peut aller encore plus loin. On a pris une première mesure répressive en juin. C'est une composition administrative. Et cette mesure répressive portait sur un cas où il y avait un manque de traçabilité sur des scorings internes ESG lors de l'allocation de certains actifs dans un fonds ESG. Donc ça, et puis enfin, il peut y avoir, au sens strict et juridique, la sanction. Et
en matière de finances durables, comme pour le reste de son périmètre, la sanction qu'on utilise autant que de besoin, c'est une temporalité qui n'est pas celle des marchés ou pas celle de la presse. Ça ne devient visible qu'à la toute fin de la procédure, lorsque ça remonte à la commission des sanctions, qui est une commission d'ailleurs indépendante, distincte du collège de l'AMF, et ces audiences sont publiques, et s'il y a sanction, elle est publiée à la suite. Et donc tout cela peut prendre du temps, et on ne peut pas malheureusement communiquer sur les différents dossiers en cours. On est tenu au secret professionnel. Chez Reclaim, vous dénoncez souvent des pratiques de greenwashing chez les acteurs financiers et bancaires. Est-ce que vous pensez que vous avez un rôle à jouer en tant que lanceur d'alerte auprès des autorités de régulation et de supervision? Ouais. Alors il y a beaucoup de choses qui ont été dites juste avant sur lesquelles j'aurais aimé revenir, mais on va reprendre ta question. Quelles sont nos relations avec les autorités de supervision? Est-ce qu'on a un rôle de lanceur d'alerte? Oui, manifestement on en a un, mais pas que nous. Il y a aussi des enquêtes journalistiques qui sont faites. Il y a énormément d'acteurs maintenant qui s'intéressent à ces questions et qui publient des choses. Donc lanceur d'alerte, c'est une des facettes de nos interactions. C'est pas la seule, fort heureusement, hein. On peut avoir des dialogues spécialisés parce que les ONG ont une expertise spécifique que les autorités n'ont pas forcément. Et les ONG vont aussi s'alimenter des travaux des autorités. Donc ça va aussi dans ce sens-là. Il y a certains travaux qui ont été mentionnés par Vietlin. Moi, je pense par exemple aux visites mystères au niveau des conseillers bancaires. Bon, ça, c'est pas des choses que nous, on va avoir la capacité de faire. C'est des choses qui vont être conduites via l'AMF et qui vont être réutilisées après par les ONG pour avoir des mesures plus efficaces à ce niveau-là. Donc il y a ce type de relation. Ça peut aller plus ou moins loin, suivant les pays, suivant les endroits. En France, on a au moins des capacités de dialogue, ce qui est une très bonne chose. Je vais prendre un exemple concret qu'on a vu à plusieurs endroits en Europe. Il y a une ONG allemande qui s'appelle Urgeval qui édite une liste des entreprises charbon, des entreprises pétrolières et gazières, qui est une liste extrêmement détaillée depuis de nombreuses années, utilisée par beaucoup d'acteurs financiers désormais, par nous, à Reclaim Finance aussi, et qui est une liste qu'on a vu être utilisée aussi par différents superviseurs au niveau européen. Et ça, en fait, c'est pas que arrivé comme ça. La liste a été discutée par nous et par des partenaires, elle a été présentée. Et ces différentes fonctionnalités, les hypothèses sous-jacentes, etc. ont été présentées. Donc il y a eu un dialogue qui a mené in fine à l'utilisation de données d'origine ONG par des superviseurs. Et après, peut-être un dernier point là-dessus, c'est qu'il y a du dialogue, il y a des échanges, il y a le lanceur d'alerte, mais la collaboration, elle a des limites. Elle a des limites, et nous, en tant qu'ONG, on joue notre rôle, c'est-à-dire qu'il faut pousser les superviseurs à aller plus loin aussi, et c'est notre rôle à nous de faire ça. Et des fois, le dialogue ne suffit pas, donc il faut des interpellations, il faut un volet public. Il faut aussi avoir le volet politique qui s'active, parce que les superviseurs eux-mêmes vont dépendre aussi d'une certaine volonté politique. Donc c'est aussi notre rôle des fois d'activer ce levier-là. Donc tous ces outils-là, ils sont sur la table et ils sont activés. Je parle pour nous, mais je parle un peu au niveau aussi européen, international, dans les relations ONG et superviseurs. Et tu souhaitais réagir Alors, ça pourrait prendre très longtemps, mais il y a différents points essentiels qui ont été abordés, et je pense que je vais m'arrêter peut-être sur une dimension que vous avez pu entendre dans les deux cas, c'est la temporalité. Et Jean l'a très bien dit pour les risques, c'est dans 4 ans, le paysage sera totalement différent. En 4 ans. Ouais, c'est aussi long. Pour moi, ça ne change pas grand-chose. 4 ans au niveau climatique, c'est titanesque. Je suis d'accord, mais si on y réfléchit, prendre toutes les banques, partir d'une situation où on en a à peine 15% qui vaguement sait dire « ouais, j'ai un risque de transition quelque part dans ce portefeuille », 4 ans plus tard, avoir 100% des banques qui savent analyser la totalité de leur portefeuille en disant « ici j'ai un risque de transition matérielle, ici j'ai un risque physique matériel, etc. » Dans la vie d'une organisation je veux dire, c'est pour parler d'enjeux très concrets, c'est aussi former des dizaines de milliers de gens. Voilà. Un projet comme ça en 4 ans, sincèrement, en matière d'action publique, au début, je n'y aurais pas cru. Voilà. Mais c'est toujours trop tard. Ça, on est complètement d'accord. Mais 4 ans pour ça, c'est quand même probablement un des records dans une transformation à cette échelle-là. C'est vrai. Je ne débat même pas ça parce que c'est vrai, hein, il y a énormément d'avancées et c'est tout à fait vrai. Ce que racontait Jean avant est vrai aussi. Mais ça n'empêche pas que cette temporalité-là, elle est beaucoup trop longue.
elle est beaucoup trop longue par rapport aux impacts réels. Et d'ailleurs, j'ai aussi beaucoup de dialogues avec des banquiers centraux, et un des propos qui est revenu beaucoup dans ces dialogues-là, je vais vous citer un banquier central sans le nommer, c'est que la temporalité des banques centrales n'est pas la même que la temporalité de l'économie. Bon, peut-être, mais c'est un problème. C'est un problème au niveau de la transformation de cette économie et du besoin qu'on a d'action climatique. Sachant que les transformations dont on parle là sont réelles, mais ne déclenchent pas de changements drastiques à ce stade au niveau de l'affectation, notamment des flux financiers. Ça, on peut le voir en étudiant la question des énergies fossiles, où malgré ces changements, qui existent en effet, qui sont en cours, et espérons qu'ils se poursuivent, on a toujours des flux titanesques qui vont aux énergies fossiles, des flux extrêmement importants d'une année sur l'autre, malgré y compris des engagements volontaires. Et là, on retombe sur la question du greenwashing pour le coup, on n'est plus tout sur la question des risques. Une question pour Pierre. Est-ce que, selon vous, ces nouvelles régulations, est-ce qu'elles sont suffisantes pour prévenir le greenwashing et chez Eurosif, quels axes d'amélioration vous proposez ? Je pense qu'avec les discussions qu'on vient d'avoir, on se rend compte que ce n'est pas suffisant. On sait aussi que ça pourra de toute façon pas tout couvrir. Après, nous, on a aussi quelques idées au niveau européen pour tenter au moins d'améliorer les choses. Déjà, on vient de le dire, le cadre actuel couvre énormément d'acteurs de la chaîne d'investissement. Tous ne sont pas complètement couverts. Il y a notamment des exigences de transparence pour les fournisseurs de données ESG qui n'existent pas actuellement. Le deuxième point, c'est le séquençage, on va dire, des réglementations. On a nommé énormément de règles européennes. Elles ne sont pas toutes déjà en application. Donc CSRD, comme Yann l'a dit, aura une application extrêmement étendue dans le temps, ce qui veut dire que la situation idéale où notamment les investisseurs bénéficieront des données extra-financières des entreprises est quand même assez loin dans le temps déjà aussi. On a ça, on a aussi les réglementations qui effectivement sont en ce moment appliquées mais qui ont des effets qui n'étaient pas prévus. Donc, typiquement SFDR, ça c'est le cas. On a quand même un mouvement de fond justement au niveau européen pour tenter de clarifier les règles. Donc, ça, notamment l'autorité européenne de supervision des marchés financiers a récemment publié des lignes directrices sur les dénominations des fonds, et en particulier des fonds durables, en tout cas qui promeuvent des aspects durables, en établissant pour la première fois des exigences plus claires en fait sur les caractéristiques générales que ces fonds devraient avoir. Donc ça, c'est une avancée qui va dans la bonne direction. Ce qu'on souhaiterait voir, c'est quelque chose qui soit directement intégré dans la réglementation pour clarifier ces attentes que peuvent avoir les régulateurs et les superviseurs aussi vis-à-vis de ces activités. Je pense qu'il y a un dernier point aussi au niveau réglementaire qu'il est important de citer, c'est qu'effectivement, on a énormément de régulations qui sont arrivées à peu près en même temps, pas forcément dans le bon ordre. On a aussi énormément de réglementations au niveau européen qui utilisent des mêmes concepts ou des concepts similaires qui ne sont pas nécessairement, qui ne revêtent pas exactement la même réalité entre différentes réglementations. Typiquement, le concept de plan de transition, il a été mis en place dans le cadre de cette CSRD. Il est aussi mentionné dans la nouvelle réglementation européenne sur le devoir de vigilance. Il est mentionné dans des réglementations prudentielles aussi, où là on s'intéresse plutôt à l'aspect prudentiel que peuvent avoir ces plans de transition. On a aussi d'autres réglementations qui elles, se concentrent un peu plus sur les aspects climatiques, qui nomment aussi des plans net zéro ou des plans de transition. Donc il y a aussi énormément de petites distinctions qui rendent l'application des règles plus généralement un peu plus difficile aussi. Et nous, ce qu'on essaye de faire aussi au niveau européen, c'est de tirer la sonnette d'alarme quand on remarque ces situations et essayer de faire en sorte que la compréhension des concepts soit alignée à travers les réglementations, à travers les acteurs, et ça pourrait aussi mener à régler des potentielles situations de greenwashing. Quelles lacunes vous identifiez Reclaim et Eurosif aujourd'hui dans le secteur financier et bancaire, et qu'est-ce que vous recommanderiez ? Je peux commencer. Alors, il y en a beaucoup, pas besoin de notes. Il y a deux grands pans. Il y a deux grands pans qu'il faut regarder pour éviter, pour avoir un cadre solide. Et on revient pour ça aussi à la définition de greenwashing qui a été évoquée au début.
le niveau de l'entité elle-même et le niveau des produits. Au niveau de l'entité elle-même, il y a un enjeu à regarder l'ensemble des pratiques de l'acteur et à s'assurer qu'il y a une transformation réelle de l'ensemble de ces pratiques pour ce que beaucoup vont qualifier de s'aligner avec les trajectoires climatiques. Un des outils clés qui a été aussi évoqué par Pierre avec ses limites pour faire ça, ça va être la question des plans de transition qui commencent à monter au niveau européen avec des premières obligations qui sont surtout des obligations de reporting, même si au sein du devoir de vigilance, on va au-delà de la question du reporting pur. Le plan de transition comme outil de transformation de l'acteur financier, c'est un outil qui peut être extrêmement intéressant, mais encore faut-il définir clairement ce que c'est qu'un plan de transition, quel est son contenu, quels sont les mécanismes de suivi. Et là, pour l'instant, on n'y est vraiment pas. Ce qui fait référence sur le contenu au niveau européen réglementaire, ça va être les ESRS, donc les standards de reporting européens sur cette question-là. Et si vous regardez les éléments plan de transition des ESRS, c'est extrêmement vague, on va le dire comme ça, c'est des éléments qualitatifs qui sont extrêmement vagues, extrêmement ouverts. Et quand on connaît déjà les plans qui sont publiés par les acteurs aujourd'hui, qui ne sont pas qualifiés de plans de transition généralement, qui sont plans climat ou qui ont des noms comme ça, on va se rendre compte très rapidement que en fait, ça ne change pas énormément par rapport à ce qui existe. Et ce qui existe est quasiment inanalysable par le côté qualitatif. C'est du verbatim en gros, en grande quantité, avec très très peu d'éléments concrets pour baquer ce verbatim-là, très très peu de données sous l'exemple. Et ça c'est un gros problème et il est très probable qu'à minima les premiers reportings sur les plans de transition type CSRD soient des reportings qui soient extrêmement vagues, extrêmement faibles, très peu utiles pour pouvoir comprendre la transition de l'acteur. Donc il reste à faire ce saut qualitatif et ce saut qualitatif il peut être fait via une vraie réglementation du contenu des plans de transition. Nous, on Reclaim, on a nos recommandations, on travaille dessus. Sur les plans de transition corporate, des entreprises, pardon, il y a un rapport qui a été publié par la commission climat de l'AMF qui vise à accompagner les entreprises, à fournir des éléments de compréhension là-dessus, qui est très intéressant. Et après, on peut trouver plein de recommandations sur les plans de transition. Le problème, c'est que les recommandations n'engagent que ceux qui veulent les adopter. Et on aura du coup potentiellement autant de pratiques que de types de recommandations différentes et de volontés des acteurs. Donc ça, c'est au niveau entité, la question des plans de transition, vraiment, vraiment essentielle. Et au niveau des produits, on l'a commencé à l'évoquer avec la question de la SFDR, etc. Il y a un enjeu extrêmement important à harmoniser le cadre, à fournir des garanties minimum aux épargnants, y compris aux épargnants individuels, sur le contenu des fonds dans lesquels ils investissent. Là-dessus, la révision de SFDR, bien sûr, est importante. Moi, je vais juste parler d'un critère qui me semble essentiel. C'est un critère sur les énergies fossiles. Vous ne serez pas très surpris de la part de Reclaim Finance, qui va être exclure toutes les entreprises qui développent encore de nouveaux projets de production d'énergie fossile des fonds à thématique message ESG en général. Je ne parle pas que climat, tout type de message environnemental. Jean, est-ce que on a parlé des efforts qu'ont fait les banques grâce aux régulateurs qui essaient de... L'amicale pression du superviseur. Exactement. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les banques prennent suffisamment en compte les risques auxquels leurs actifs font face dans leurs pratiques et dans leur plan de transition? Bon, la réponse courte, c'est non. Mais comme la réponse courte de tout à l'heure, c'était est-ce que tout va bien? Non, on a 10 ans de retard. Enfin, je veux dire, arrêtons de nous raconter des choses. Et le vrai problème, c'est que une transformation en profondeur, ça prend du temps. Donc quand on part en retard et qu'on a encore besoin de temps pour le faire, même si on le fait vite, et c'est ce qui s'est passé, on n'est pas là où on voudrait être, enfin là où on devrait être, et on n'est pas au niveau où on l'est. Et il y a plein de raisons à... Il y a plein de raisons à ça, y compris des raisons très pratiques, opérationnelles. L'impact comprendre bien l'impact sur le risque de crédit de tel ou tel phénomène, pas toujours hyper... je vais prendre un exemple encore plus concret. On voit bien la multiplication des catastrophes naturelles. Évidemment, ça a des conséquences sur les entreprises qui sont situées à cet endroit-là. Évidemment, ça a des conséquences sur leur capacité à rembourser leur crédit. Quand vous allez voir une banque en général, vous lui dites « Est-ce que vous savez situer sur une carte tous les sites de production de votre entreprise et à quel type de risque elle est exposée ?» La réponse est « Jusqu'à présent, l'adresse que j'avais dans le contrat, c'était le siège de l'entreprise. »
Bon, j'exagère un peu, mais voilà, on part de là, et c'est ça qu'il faut franchir. Donc non, on n'est pas là où le superviseur que je suis aimerait qu'on soit collectivement. Maintenant, on part de loin et on avance là-dessus assez vite, et on n'avancera jamais assez vite, voilà. Mais on avance quand même, je pense. C'est difficile d'imaginer pouvoir aller plus vite à l'échelle du secteur en entier. Voilà. Je le dis comme ça, même si ça ne fait pas plaisir à entendre, même si je suis le premier à penser que c'est trop lent, mais je veux dire, c'est un fait. L'autre chose aussi, dans le retard qu'on a pris, ça veut dire aussi, pour le dire franchement, qu'à un moment, il faut qu'on pose le stylo réglementaire. Parce que faire de la réglementation, je pense que tous mes voisins seront d'accord avec moi, ça prend du temps, ça occupe de l'énergie, et tout le temps qu'on passe à élaborer, modifier, etc., ben, c'est un temps pendant lequel l'implémentation ne se passe pas. Et une fois qu'on a décidé, qu'on a publié le texte, en général, il faut laisser un délai aux gens pour s'adapter. Donc, je pense qu'à un moment, il faut se dire le cadre tel qu'il est. Alors, il y a des trucs assez simples à faire et à corriger. Je ne dis pas qu'il ne faut rien faire, mais je pense qu'il n'est plus le temps maintenant de se dire la priorité doit être dans l'évolution du cadre. La priorité, elle est dans l'évolution des pratiques, dans ce qu'on fait avec, sachant qu'on a maintenant pratiquement tous les leviers pour pousser les choses dans le bon sens. Donc, est-ce que les banques et les organismes d'assurance et le reste des institutions financières sont là où je souhaiterais qu'elles soient? Non. Est-ce qu'elles y vont? Oui, en grande partie. Est-ce qu'elles y vont assez vite? Pas toutes, et c'est à ça qu'il faut travailler. On va poser une dernière question avant de s'adresser au public pour prendre les questions du public. Très rapidement, quels sont, selon vous, les prochains défis pour renforcer la lutte contre le greenwashing? Je vais dire quelque chose que je n'ai pas dit jusqu'à présent, mais qui me semble extrêmement important. On n'avancera pas dans la bonne direction en imaginant que le secteur financier il existe tout seul en apesanteur. Et donc, tous les problèmes de greenwashing ou de vitesse, etc., il faut qu'on se pose en parallèle la question de se dire qu'est-ce qui fait que dans l'économie réelle, ça ne va pas à la même vitesse. Et donc, voilà. Et à vrai dire, plus on pousse les institutions financières en changeant rien du côté de l'économie réelle, plus on crée des situations dans lesquelles on a un risque de greenwashing assez fort. Et ce n'est pas le risque de greenwashing qui m'inquiète, c'est le fait que simplement, à la fin, je veux dire, pour le dire brutalement, décarboner des bilans d'institutions financières, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de décarboner l'économie. Voilà. Je vais peut-être justement rebondir effectivement là-dessus. Une des principales bases sur lesquelles on pourra développer un système qui sera efficace pour lutter contre le greenwashing, c'est notamment les informations qui sont fournies par les entreprises. Donc la mise en œuvre justement des règles qui ont été nommées, donc ESRS, les standards extra-financiers européens, est ultra importante pour nous. Je pense que un des principaux défis, en tout cas de notre perspective européenne, c'est ce mouvement de mise en œuvre et donc qui nécessite une certaine stabilité des règles, qui se voit aussi contré par un mouvement de fond de nouvelles priorités européennes qui se focalisent sur la compétitivité et la croissance et la réduction des exigences, des exigences administratives en général et des exigences de reporting en particulier. Donc Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a suggéré et même s'est engagée à réduire de 25% l'ensemble des exigences réglementaires qui sont applicables aux entreprises européennes. C'est un chiffre gigantesque et on voit déjà le résultat de cette pression politique sur le développement de ces standards extra-financiers européens. Donc, ce qu'il est très important de faire aujourd'hui, et ce qu'on essaye de faire réaliser aussi aux institutions européennes, c'est que ce mouvement, voilà, ces règles ne sont pas juste des lignes sur du papier, elles mènent à des réalités très concrètes, et il faudrait s'intéresser sans doute plus aux impacts potentiels
de ces changements, plutôt que juste se focaliser sur la quantité, on va dire, ou sur le reporting en tant que tel. Ce sera notre, je pense, défi pour le prochain mandat européen. Si je peux prendre la suite brièvement pour laisser la place aux questions. 3 remarques sur les défis. Le premier, totalement d'accord avec le fait que nous sommes désormais dans une phase de mise en œuvre. Le cadre est peut-être pas totalement parfait, mais les briques sont là, il faut que les acteurs s'en saisissent, et le défi essentiel, c'est celui de l'application et celui derrière de la qualité de la donnée et de la mise en marche de toute cette machinerie qu'on a conçue et qui doit à terme permettre justement de conduire à la transformation des économies et à son financement. Il ne faut pas perdre de vue, comme le disait Jean, que la finance durable, ce n'est pas une niche en silo qui flotte un petit peu dans un univers de financier, elle est là pour venir abonder les énormes besoins liés à la transformation de l'économie et que la puissance publique ne peut pas assumer seule. Donc c'est ça le critère de réussite. Et pour ça, on a besoin de produire de la donnée, de la collecter, de la vérifier, de l'exploiter. Et puis nous, on aura un défi qui est celui de la superviser. Mais encore une fois, il ne faut pas mélanger le but et l'outil. Deuxième chose, même si l'heure est à la mise en œuvre et qu'il faut de la stabilité de la norme, dans ce cadre du débat sur le greenwashing, je crois qu'il y a quand même un très fort consensus autour de cette table et sur le panel précédent pour dire qu'on ne peut pas continuer avec ce règlement SFDR tel qu'il est conçu. Mon fameux règlement trop bien réussi. Clairement, il faut, pour garantir la confiance dans l'investissement durable, revoir cette définition de l'investissement durable et que les investissements environnementaux, la partie la plus avancée, soient directement liés, par exemple, à la taxonomie, avec des pourcentages qui grandiraient avec le temps en fonction de l'extension de la taxonomie à davantage de secteurs de l'économie utiles à la transition. Vous voyez qu'à chaque fois, les briques sont interconnectées. Ça n'a pas de sens juste de demander aujourd'hui, par exemple, que les fonds environnementaux aient 50% d'aliments taxonomiques, ça n'existe même pas. Et ce n'est pas le niveau de la marche de l'économie, mais il faut avoir un thermomètre scientifiquement robuste et on ne peut plus avoir ces définitions trop permissives. Donc des critères minimaux, une catégorie environnementale liée à la taxonomie, une catégorie de transition, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de difficultés à faire comprendre qu'investir dans la chimie, les transports, le bâtiment, le médicament, c'est utile à la transition, mais ce sont des secteurs très carbonés, très émissifs. Et donc, il faut bien séparer ces deux logiques, sinon on mélange des choux et des carottes, et l'investisseur, et en particulier l'épargnant individuel, ne s'y retrouve pas. Et puis le dernier point, qui allait un peu avec les deux autres, et que j'avais mentionné dès le début, c'est qu'il ne faut pas à la fois tout attendre de la réglementation, parce que c'est un mouvement de tandem. Parfois, on préempte pour pousser les choses et c'est une épée dans les reins, c'est un rôle d'aiguillon. Parfois, au contraire, on laisse faire l'essor des initiatives de marché, leur créativité et leur innovation, et la réglementation vient entériner un état de fait ou le cadrer un petit peu. Mais quand on voit l'état du marché français depuis les 30 dernières années, qui est un marché pionnier en matière d'ESS, économie sociale et solidaire, puis d'ESG, on n'a pas à en rougir et beaucoup de choses sont faites via les acteurs de marché. Donc c'est réellement un tandem ou un binôme. Oui, alors moi je vais converger et diverger un peu avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que la réglementation, elle existe, mais elle mérite d'être clarifiée sur quand même beaucoup de points. Donc la SFDR, c'est un point qui fait consensus. J'ai évoqué avant la question des plans de transition, à mon avis c'est un autre point clé sur lequel il va falloir avancer assez rapidement. On peut aussi mentionner un concept qui est au cœur de pas mal de textes européens, qui est le Do No Significant Harm. Donc l'idée que quand on investit dans une activité, on doit s'assurer qu'elle n'ait pas d'incidence significative, négative sur des objectifs de développement durable qui ont été notamment inscrits dans la taxonomie. Ce concept-là, il est visible dans la taxonomie, il est visible dans d'autres textes, il est visible y compris dans l'utilisation des fonds publics européens. Et il n'a pas la même définition partout. Donc c'est un concept qui va avoir une définition variable suivant les textes, et c'est un concept qui dans le secteur financier n'est pas concrètement défini, c'est-à-dire que ça va être aux acteurs de vérifier cette application-là. Bah là, très clairement, on a un enjeu de clarification. On a un enjeu réel d'avoir une cohérence au niveau européen sur cette notion-là. Donc ça, c'est quelques exemples de clarification encore nécessaires. Et j'ajouterai un autre point qui est la réglementation.
là on parle beaucoup de réglementation européenne, in fine, il y a aussi la réglementation nationale qui peut aller aussi plus loin. Et cette semaine, vous l'avez peut-être vu, entendu, on a notamment publié une recherche sur l'application des politiques charbon des acteurs des banques françaises, des grandes banques françaises, qui ont des politiques charbon depuis un certain nombre d'années, qui ont été dans les premières au niveau mondial à en adopter il y a quelques années, qui font figure de leader sur le sujet. Et d'ailleurs, objectivement, elles sont de meilleure qualité que beaucoup d'autres banques internationales. Et nous, on a quand même identifié des transactions persistantes de banques dans des entreprises particulièrement polluantes, y compris développeuses de charbon, alors même que ces banques affichent du coup des politiques de sortie. Donc ça a fait pas mal de titres de la presse. On comprend parce que c'est assez contre-intuitif, sortie du charbon et financement d'entreprises qui développent de nouveaux projets. Et là-dessus, il y a une manière d'aller beaucoup plus loin qui est extrêmement simple, c'est de réglementer au niveau français et d'entériner finalement les bonnes pratiques qui ont émergé, de mettre finalement de tourner la page du charbon en imposant une obligation d'adoption de politique qui remplit tel et tel critère. C'est faisable au niveau réglementaire, tout est faisable au niveau réglementaire, le législateur a énormément de pouvoir. Et ça permettrait au moins d'éviter ce genre de problème. Donc ça, c'est un exemple concret qui peut être pris au niveau français. Merci beaucoup pour cette table ronde. On va pouvoir passer aux questions. J'espère que vous serez meilleurs que nous d'un point de vue paritaire. Bonjour, l'ONG Clienters a déposé une plainte pour greenwashing contre BlackRock auprès de l'AMF cette semaine. Est-ce que c'est une première en France? Quelle sera la suite? Et on dit beaucoup que les superviseurs anglo-saxons, notamment américains, australiens, sont beaucoup plus volontaires que les superviseurs européens pour sanctionner ces pratiques de greenwashing dans la finance. Pourquoi? Comment est-ce que ça s'explique? Est-ce qu'ils ont des moyens en plus? J'ai une réponse très rapide et très facile. Malheureusement, nous ne commentons aucun cas individuel. En revanche, sur les exemples étrangers que vous mentionnez, donc la SIC australienne ou la US SEC américaine, il y a effectivement eu des sanctions. Alors justement, c'est très intéressant parce qu'elles s'expliquent par le caractère même de ce qu'on a trouvé dans ces deux pays. Dans un cas, au niveau américain, ce sont des cas où la politique ESG de produits financiers n'était pas appliquée aux produits. Donc on est dans un cas de défaut d'application des procédures internes, de la maîtrise des risques, du contrôle interne, de la bonne gouvernance de l'entité. Donc on voit d'ailleurs que ce n'est pas un sujet qui est spécifiquement ESG, mais dans ce cas-là, c'est un produit ESG. Et dans le cas australien, par rapport au débat qu'on a eu sur le greenwashing, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont d'abord un outil qui leur permet très rapidement de mettre des amendes à des acteurs. Amende publique, donc c'est un mécanisme que nous n'avons pas en France, et c'est un mécanisme qu'ils ont utilisé sur des prospectus dans certains cas, puisqu'il y a eu pas mal d'occurrences, mais dans un des cas, c'était des prospectus de produits qui se disaient verts, mais où en fait c'était bourré de gaz, et le vert, et dans la partie énergie renouvelable, ils avaient mis le gaz en vert en plus. Donc on voit que ce sont des cas de greenwashing qui sont relativement très caractérisés. Et qui ont donc été sanctionnés. Ils ont été sanctionnés sur les bases traditionnelles d'ailleurs de l'information claire, exacte et non trompeuse, dans les deux cas. Bonjour. Donc la révolution nécessaire pour nous permettre de rentrer dans les limites planétaires nous demande de revoir nos modèles d'affaires à tous. On voit beaucoup d'entreprises maintenant qui rentrent des approches où ils mettent de la mission et renoncent aussi à pas mal de business de marché, ce qui va impacter d'une certaine façon la rentabilité. On a parlé beaucoup de risques à chaque fois qu'on est dans une approche de réglementation. Or, on voit qu'il y a beaucoup, notamment de fonds, il y a beaucoup d'innovation qui est du coup assez risquée avec des faibles rentabilités qui arrivent difficilement à trouver des financements. Étant donné que aussi bien les fonds, les banques que les entreprises sont en train de revoir le rôle qu'ils peuvent avoir dans cette transition, pensez-vous que le rôle actuel du superviseur qui consiste à réguler juste le risque voilà. Est-ce que le rôle du régulateur peut être aussi revu d'une certaine façon pour sortir du risque, du couple risque-rendement et être au lieu de contraindre et de sanctionner certains acteurs, plutôt proposer des incentives pour permettre à des projets qui sont pour l'instant difficilement finançables ou rentables ou risqués d'avoir un accès plus facile au financement ou à l'investissement? Je vais me lancer. Je voudrais dire trois choses là-dessus. La première, c'est que
quand on parle de banques ou d'organismes d'assurance, en particulier, dans le cas des fonds aussi, mais un petit peu différemment, on parle d'intermédiaires financiers. Donc en fait, les risques, enfin pourquoi on se préoccupe de risques, hein, parce que quelque part, au fond, comme superviseur, notre responsabilité, c'est que un déposant dans une banque, il récupère toujours son euro. Voilà, je veux dire, à la fin, le fond, c'est ça. Donc c'est pas qu'on est obsédé par les risques, c'est parce qu'on voit bien qu'on a une activité d'intermédiation financière qui a des fragilités et on s'occupe de ça. Première chose. Deuxième chose, est-ce qu'au fond, tout ceci n'est pas un peu caduc? Alors, je comprends que le paysage est... Enfin, je pense que personne, ici, en tout cas, ne dira que le monde vers lequel on va et les problèmes et les enjeux, etc., sont exactement ceux d'avant-hier. Ça, je crois que c'est très très clair. Maintenant, si on réfléchit à de quoi la transition a besoin, et si on se dit, est-ce que la mission d'un superviseur ou d'une banque centrale qui est d'assurer une forme de stabilité monétaire, une forme de stabilité monétaire ou stabilité macroéconomique, de contribuer à la stabilité financière, est-ce que cette mission, elle est un peu rendue caduque par les circonstances? Et c'est un sujet, enfin je veux dire, je pense qu'il nous faudrait, en 2 heures de débat, on n'épuiserait pas ça. Mais moi j'ai une intuition assez forte pour m'être beaucoup posé la question, et très sincèrement, pour être honnête, au fond, s'il n'y a personne pour assurer, enfin pour dire, moi je me charge, ou je suis en charge d'assurer, assurer la stabilité du cadre général, c'est extrêmement utile pour tous les gens qui vont faire des investissements à long terme. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'entreprises qui seraient prêtes à faire un pari à 10 ans ou à 15 ans si on leur disait, au fond, on ne sait pas vous raconter ce qui se passe sur l'inflation ou sur la stabilité, enfin, où on a peut-être une crise financière dans 3 ans. Donc, assurer une forme de stabilité, c'est aussi quelque part une condition sine qua non d'une bonne transition. Je ne suis pas certain qu'on fasse une bonne transition dans un monde en crise financière, pour le dire autrement. Troisième chose sur est-ce qu'on ne peut pas approcher différemment les sujets, parce qu'on voit bien qu'il y a des projets qui ne se font pas. Si on fait un calcul rapide, en gros, pour faire basculer les entreprises, pour rendre rentables des projets nécessaires qui ne le sont pas aujourd'hui, en gros, il faut faire en sorte que émettre une tonne de CO2 dans l'atmosphère, ça ne soit plus un truc gratuit, parce que sinon on utilise l'atmosphère comme une poubelle. Enfin, donc, quelle que soit la manière dont vous rendez ça pas gratuit, c'est ça le principal enjeu. Si vous dites, bon voilà, ça devrait coûter, on ne pourrait pas émettre une tonne de CO2 sans payer au moins 100 € pour émettre ça, d'accord? Vous dites, soit je vais voir l'entreprise, je lui dis, tu me payes ça si tu veux émettre, ou tu achètes un quota ou une norme ou quoi que ce soit, mais l'équivalent, enfin en gros ça te coûte ça de faire ça. Pour avoir l'impact équivalent, si vous le regardez en termes de taux d'intérêt, il faudrait que le financement de l'entreprise, vous augmentiez les taux d'intérêt de l'ordre de, en gros, que ça passe de 5 à 10 ou de 10 à 15. Voilà. C'est-à-dire un différentiel de taux dont je ne suis pas certain qu'un système financier sache le gérer, sache le contrôler, pour le dire autrement, parce qu'il y aurait plein d'opportunités, il y aurait plein d'incitations à arbitrer ce différentiel de taux. Si vous dites, non, mais en fait, c'est compliqué, je vais le faire avec des incitations, je vais le faire avec des exigences en capital. Si vous le regardez sur les exigences en capital, d'abord, ça ne jouerait que si toutes les banques étaient contraintes par leur capital, et ensuite, il faudrait que vous ayez en fait des exigences en capital qui soient extrêmement différenciées, mais au-delà de ce qu'on observe, plusieurs ordres de grandeur au-delà de ce qu'on observe aujourd'hui. Donc c'est là où, je pense, sans dire non a priori sur ces différents outils, je pense qu'il faut venir et les analyser en se disant c'est quoi l'impact concret et à la fin, c'est quoi la meilleure solution dans tout ça. Pardon. Alors je suis désolé, c'est une question un petit peu naïve. Mais alors j'imagine qu'effectivement l'AMF et la CPR a déjà beaucoup de boulot, mais est-ce que c'est possible que des secteurs financiers non bancaires échappent à des régulations parce qu'il n'y a pas de régulation qui les concerne?
C'est une question naïve parce que je me pose sincèrement la question, est-ce que c'est possible que toutes ces problématiques de régulation ne concernent que le secteur bancaire et pas certains acteurs financiers non bancaires? Ça concerne pratiquement toutes les institutions financières, enfin, en Europe en tout cas. On ne peut pas avoir une activité d'intermédiation financière sans être... si on a une activité d'intermédiation financière, on est forcément régulé d'une manière ou d'une autre. Ensuite, il y a des gens qui ont des activités qui sont un fonds de pension, enfin un fonds souverain, pardon. Il n'est pas régulé parce qu'il n'a pas une activité d'intermédiation financière. Mais la plupart du temps, d'ailleurs, le fonds souverain en question, c'est pas une institution financière en Europe, quoi. C'est quelqu'un qui peut être actif sur les différents marchés européens, enfin les différents marchés mondiaux, dont l'Europe, mais c'est pas un intermédiaire financier à ce titre. Et là, pour le coup, oui, il y a des choses qui échappent à la réglementation financière, mais comme quelqu'un qui serait très très riche et qui déciderait de faire ce qu'il veut de son argent. Ça relève d'autre chose, quoi. J'allais dire, le secteur financier est extrêmement régulé. Il y a des banques, des assurances, des asset managers, désolé, j'arrive plus à parler français. Mais il y a effectivement certains acteurs de cette chaîne de valeur ESG dont on parlait, qui ne sont pas au sens strict des acteurs financiers, qui ne sont pas régulés. Pierre nous mentionnait tout à l'heure les fournisseurs de données ESG. Et depuis 2019, l'AMF dit qu'au même titre que les agences de notation ESG, ce sont des rouages extrêmement importants, avec les données qui sont réutilisées pour concevoir justement des reporting ou des produits, calculer des trajectoires de décarbonation, calculer des températures de portefeuille, estimer des données, et ils ne sont pas régulés à l'heure actuelle, donc rien au niveau de la gestion des conflits d'intérêts, rien au niveau de la transparence des méthodologies. Et effectivement, c'est un trou dans la raquette. Merci pour tout. Donc, j'aurais deux petites questions, une peut-être plus simple. Vous avez parlé, Pierre, des différentiels de définition des plans de transition dans différentes réglementations. Est-ce que vous avez des exemples sur les différences qui existent de définition sur ces plans de transition? Et ma deuxième question c'était sur les attentes du superviseur. Vous avez parlé, Jean, de la gouvernance des risques et les attentes sur la gouvernance des risques. Est-ce que des attentes définies sur l'analyse des risques, ou est-ce qu'il y a des attentes aussi qui sont définies sur les plans d'action par rapport à ces risques? Je ne sais pas si c'est très compréhensible. Oui, alors déjà pour commencer sur les plans de transition, effectivement, il y a plusieurs réglementations qui maintenant mentionnent ces plans de transition. Les deux principales, c'est CSRD, donc la directive sur le reporting extra-financier des entreprises, qui, dans ses standards, définit quelle tête devrait avoir finalement un plan de transition quand il est adopté, en tout cas par une entreprise. On a ensuite la directive sur le devoir de vigilance, qui n'est pas encore applicable, celle-là, mais qui, pour les plus grandes entreprises, exige la mise en œuvre d'un plan de transition. Donc les deux se font référence, et on a également dans d'autres réglementations, et là pour être très honnête, nous aussi on ne les suit pas en particulier, mais pour les réglementations sectorielles, pour le prudentiel, pour le secteur bancaire, pour le secteur aussi des assurances, on a des plans de transition, des plans prudentiels qui eux s'intéressent plus aux risques climatiques, si je comprends bien, sur les activités des banques et des assurances. C'est presque la réponse à la deuxième question. Quand les attentes ont été formulées, on était en 2020, on n'était pas encore à un moment où le sujet plan de transition était complètement émergé et dégrossi. Nous aujourd'hui, ça ne figure pas dans les attentes. En revanche, très clairement, ça figure dans les textes, et deux, de manière plus générale, il y a beaucoup de travail des superviseurs en ce moment pour se dire est-ce que je dois regarder ces plans de transition? Alors en Europe, la question est clairement oui. Et si je dois les regarder, comment je dois les regarder, quelles conclusions j'en tire, comment je les analyse, etc. Donc on est vraiment en train de se poser cette question-là de ces plans de transition. D'ailleurs, que ce soit le plan de transition au titre de CSDDD, ou, pardon, j'avais essayé de ne pas jargonner jusqu'à présent, des différentes directives européennes d'application générale à toutes les entreprises, ou des choses plus sectorielles, on est en train effectivement de se dire, voilà,
quoi on s'attend que ça ressemble. Et là, je rejoins ce que disait Paul à l'instant sur c'est pas encore complètement normé. Enfin, il y a des choses à préciser dans nos attentes collectives là-dessus. Et puis ensuite, quand je les lis, quelles conclusions j'en tire. Et assez clairement, je pense que les superviseurs européens sont d'avis, en général, je ne vais pas m'exprimer pour tout le monde, et en particulier pas pour la CPR, mais quand même l'intuition générale, c'est la qualité de ce plan de transition me dit beaucoup de choses sur la qualité l'état de santé dans lequel sera cette institution financière dans quelques années, quoi. Quelqu'un qui n'a pas compris un problème et qui se précipite vers un mur, en général, s'il n'a même pas dit où était la pédale de frein et ce qu'il comptait faire, ça se finit mal, quoi. Donc et quelqu'un qui finit mal, c'est quelque chose qu'on veut éviter.